C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la mort de Frédéric de Klerk. Il était le dernier président blanc d'Afrique du Sud. Il est l'homme qui entreprendra le démantèlement de l'apartheid sous la pression internationale et interne. Il fera aussi libérer Nelson Mandela après 27 ans de détention. Son portrait dans un instant. La reprise des manifestations ce soir au Soudan, une réaction à la formation d'un nouveau conseil de transition par le général putschiste Abdel Fattah al-Burhan, une instance où les civils sont exclus. Le bras de fer entre les pro-civils et les autorités militaires au pouvoir se poursuit. Nous serons à Khartoum dans cette édition. Et à la fin de ce journal, nous recevons Olga Yameogo, artiste peintre burkinabé. Elle expose actuellement à Paris, au carreau du Temple, qui accueille l'ACA, la foire d'art contemporain africain. Entretien à suivre à la fin de ce journal. Il était le dernier blanc à occuper le poste de président en Afrique du Sud. Frédéric de Klerk est mort ce jeudi à l'âge de 85 ans des suites d'un cancer. On retiendra de lui qu'il a été l'homme qui entamera le démantèlement de l'apartheid. Mais la carrière politique de cet homme s'est principalement dessinée pendant le régime ségrégationniste. Retour sur son parcours. Frédéric Willem de Klerk est né en 1936 à Johannesburg, dans une famille afrikaneur. Ces colons blancs, descendants de Néerlandais, mais aussi de Français et de Scandinaves, à la fois opposés à la domination britannique et aux populations noires d'Afrique du Sud. En 1972, il rentre au Parlement sous les couleurs de la formation nationaliste afrikaneur, le Parti national, et il devient ministre dans les années 1980, une décennie pendant laquelle le gouvernement réprime avec violence les militants anti-apartheid. C'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai défendu ce que j'ai appelé le développement séparé. Je n'ai jamais aimé le terme apartheid. Depuis le début des années 1980, mes idées ont complètement changé. C'est comme si je m'étais converti. Et dans le plus profond de mon cœur, j'ai réalisé que l'apartheid était inacceptable. En 1989, il devient président. Il annonce la légalisation du parti noir, l'ANC, et la libération de Nelson Mandela. En 1993, les deux hommes reçoivent le prix Nobel de la paix et Frédéric de Klerk organise l'année suivante les premières élections multiraciales de l'histoire du pays. Nelson Mandela est élu président et 3 ans plus tard, Frédéric de Klerk se retire de la vie politique. L'homme laisse un héritage contrasté. Nelson Mandela voyait surtout en lui un pragmatique qui cherchait à préserver les intérêts des afrikaneurs. Jusqu'au bout, le dernier président blanc d'Afrique du Sud cherchera à montrer qu'il croyait bien en la nécessité d'abolir l'apartheid. C'est sans doute un énième coup de balai pour écarter les civils du pouvoir. Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du coup d'État au Soudan fin octobre, a nommé un nouveau conseil de souveraineté dont ont été exclus ceux qui demandent un transfert du pouvoir aux civils. Nous sommes en direct de Khartoum avec notre envoyé spécial Karim Yayaoui. Karim, bonsoir. Les Soudanais sont déjà dans les rues de Khartoum pour protester contre cette décision. Certains Soudanais, en tout cas, ceux qui estiment que l'armée tente de s'emparer du pouvoir définitivement. Dans certains quartiers de Khartoum, la colère s'est exprimée. On a brûlé des pneus, on est descendu dans la rue pour dire qu'on rejetait cette annonce d'Abdel Fattah al-Burhan, une annonce selon laquelle le Conseil souverain, cet organe qui chapeaute en quelque sorte la transition du Soudan vers la démocratie, avec des nouveaux membres qui ont été nommés par l'armée et qu'évidemment les civils rejettent, tout simplement parce que c'est contraire au texte de loi. Les membres civils de ce Conseil souverain doivent être choisis après mûre réflexion par les civils et c'est donc l'armée qui les a désignés. Et du côté de l'opposition, il n'y a pas de doute, ce sont des hommes fantoches et des femmes aussi, puisqu'il y a une femme parmi ces nouveaux membres, qui sont simplement des pions de l'armée qui veut donner l'impression qu'elle s'inscrit dans une logique démocratique, qu'elle avance sur le chemin de la démocratie. C'est ce qu'a expliqué à maintes reprises Abdel Fattah al-Burhan, sans réussir à convaincre la société civile, lui qui a répété encore il y a quelques jours qu'il ne voulait pas occuper de rôle dans l'avenir politique du Soudan, mais en réalité
on sent bien que l'armée tente de renforcer son emprise sur le pays un peu plus. Il y a donc eu des gens qui sont descendus dans la rue pour dire non à cette nouvelle étape, 2 jours avant une manifestation que le camp civil espère importante. En tout cas, ce nouvel épisode risque peut-être de renforcer la détermination de l'Alliance pour la liberté et le changement qui est un petit peu à la manœuvre du côté des civils. Merci beaucoup Karim, et on suivra évidemment sur France 24 cette manifestation qui aura lieu donc dans 2 jours. Merci à vous et merci à Abdallah Melkaoui qui est à vos côtés. Le rapprochement entre Moscou et Bamako se précise. Le ministre malien des Affaires étrangères s'est rendu en Russie. En présence de son homologue russe, il a expliqué vouloir poursuivre le partenariat militaire entre les 2 pays, surtout après le retrait partiel annoncé des troupes françaises. Nicolas Germain. Le message de Moscou est une réponse aux préoccupations françaises. Le Kremlin dément tout lien avec la société militaire privée russe Wagner, soupçonnée de vouloir s'implanter au Mali. Nous n'avons rien à voir avec les activités de ces structures créées par des citoyens russes et qui concluent des contrats de manière indépendante. Si ces contrats sont conclus avec les gouvernements légitimes d'États souverains, alors je ne comprends pas ce qui peut être considéré comme négatif ici. Pourtant, d'après des journalistes d'investigation, Wagner appartient à l'oligarque Evgeny Prigojine, un proche de Vladimir Poutine. Ce jeudi, le ministre malien des Affaires étrangères a lui rappelé les liens historiques entre Bamako et Moscou et affirmé que jusqu'à 80% des équipements militaires du Mali sont d'origine russe. Chaque fois que le Mali a été dans des situations difficiles, depuis notre indépendance, la Russie a toujours été avec nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile et nous nous tournons encore vers cet ami pour qu'il puisse nous aider à sortir. La Russie a déclaré qu'elle continuerait à armer le Mali, alors que Paris veut réduire ses effectifs dans le Sahel. Paris souhaite passer de 5 000 à environ 3 000 troupes sur place d'ici 2023. Les relations entre Paris et Bamako sont actuellement tendues. Avec cette réduction des effectifs, le Mali parle d'un abandon en plein vol. Paris a rétorqué que la junte malienne au pouvoir s'essuyait les pieds sur le sang des soldats français tués dans la lutte contre les djihadistes. Le calme n'est pas revenu à Aghareb, près de Sfax en Tunisie. Des nouveaux accrochages ont eu lieu jeudi entre policiers et manifestants. Depuis lundi, la mobilisation des habitants ne désemplit pas contre la réouverture d'une décharge considérée comme un risque sanitaire pour l'environnement et les populations. Cela ne vous a pas échappé. Le 11 novembre est une journée de commémoration en France. Alors que la France et ses alliés fêtent la libération, la fin de la guerre résonne aussi sur le continent. Ils étaient nombreux, les tirailleurs sénégalais, les combattants tunisiens, algériens ou marocains, à avoir rejoint l'armée des indigènes et contribué à la victoire des Alliés en Tunisie. Beaucoup de ces soldats sont décédés, mais les autorités essayent de faire vivre cette mémoire collective. Un reportage signé Lilia Blaise et Hamdi Tlili. Dans sa maison du Bardo à Tunis, seuls quelques objets rappellent à Tahar Mansour, 93 ans, son passé de soldat de l'armée française dans la guerre d'Indochine. Ça, c'est la carte qui dit que je suis un ancien combattant. Les Français me l'ont donné. Il s'était engagé volontairement et avait rallié le 4e régiment, l'un des plus gros bataillons de tirailleurs tunisiens sous le protectorat français. Les souvenirs se mélangent dans ma tête. Mais il y a des choses que je ne peux pas oublier, qui m'ont marqué. Je me souviens de la dureté des combats, des balles qui filaient de partout, des bruits des avions. On marchait beaucoup aussi. Aujourd'hui, environ 1500 anciens combattants sont recensés par l'ambassade de France et reçoivent une pension. Mais pendant longtemps, beaucoup n'ont pas été reconnus pour leurs faits d'armes dans le pays. Le sujet était tabou, surtout après la lutte pour l'indépendance du pays. Au musée militaire de Tunis, cette histoire a sa place, dans une salle. Ici, un casque type Adrien de 1915 qui a été utilisé par les Spahis, les tirailleurs et les Zouaves aussi. Cette carte présente les fronts sur lesquels les Tunisiens ont combattu depuis 1884 jusqu'à 1962. Le conservateur du musée a aussi voulu honorer la mémoire de ses combattants dans une exposition à l'occasion du 11 novembre.
avec le temps, il faut rendre hommage à ces combattants, il faut revoir l'histoire, assumer l'histoire et présenter aux générations futures les efforts et la fraternité d'armes qui doit être notre guide. 35 000 Tunisiens ont trouvé la mort pendant les deux guerres ou ont été portés disparus. Ce jeudi 11 novembre, comme chaque année, Tunisiens et Français ont rendu hommage à leurs morts dans une cérémonie au cimetière français. Et ce soir, on vous parle d'art contemporain. Après une interruption en raison de la crise sanitaire, l'ACA, la foire d'art contemporain africain, est de retour au carreau du Temple à Paris. L'occasion pour nous de vous faire découvrir des artistes. Ce soir, c'est Olga Yameogo, peintre burkinabé, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Bonsoir et merci de m'inviter. Avec plaisir. Alors, je le disais, l'événement, comme beaucoup d'autres événements culturels, a été mis entre parenthèses à cause du Covid. Vous n'avez certainement pas mis vos pinceaux de côté, vous. Est-ce que cette période de confinement, de retrait, vous a inspiré et comment? Je crois que comme tout le monde, on a été obligé de se penser parce que en parallèle de mon travail d'artiste, je suis aussi thérapeute et éduc-spé. Et le fait de ne pas... Donc, mon travail, c'est aller vers autrui, aider. Et là, je n'avais plus le droit, sauf à l'extérieur, pas en présentiel ou masqué. Et tout ce qui peut faire amener de l'empathie, prendre soin, devenait quelque chose de dangereux. Donc, j'ai été, comme tout le monde, condamnée à travailler, à peindre, et donc à oublier l'extérieur, puisque ce qu'on nous signifiait par le début du Covid, je ne sais pas, de vous en rappeler, on avait tous peur, c'est une certaine forme d'introspection où on pense aux gens qu'on aime, qu'on ne peut plus voir. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler sur une série de portraits, voilà, sur ma famille, sur les gens qui me manquaient, sur ceux qu'on ne pouvait pas voir. Voilà. Est-ce que l'art, justement, est une thérapie? Vous dites que vous êtes au contact des autres, vous êtes thérapeute. Est-ce que l'art est une thérapie? Est-ce qu'on peut s'en servir pour soi et pour les autres? Disons que pour moi, je m'en sers beaucoup. Je ne sais pas, je ne pourrais pas en parler pour les autres artistes, mais je m'en suis toujours servi, déjà pour parler de ma double culture, de ma double identité, pour arriver à... Ça a toujours servi, moi, de passerelle entre mon enfance et ma vie d'adulte ici. Alors justement, quelle est la place de votre identité, de votre culture, de vos origines dans votre art? Je crois que j'ai été étonnée, j'ai fait le tour à Aka. Je crois que j'ai un travail assez singulier, qui n'est pas... la peinture, pour moi, c'est vraiment une récréation. Et si ces moments de récréation, c'est pour faire ce qui me plaît et raconter le monde à travers mes yeux ou comment l'intime à travers mes pinceaux. Et je ne sais pas comment expliquer ce que... c'est une drôle de manière pour moi, qui n'est pas commune. Hein. Je m'en sers. Elle n'est pas thérapeutique, ma peinture. Parce que je ne fais pas de l'art-thérapie quand je peins. Je l'utilise pour mon travail. L'art-thérapie m'a servi quand j'étais jeune artiste, pour arriver, moi, à me connaître. Maintenant, je suis licenciée parce que si on n'y met pas de la création, de la créativité, on peut rester que dans le soin. Alors que là, c'est envie d'être dehors. Alors, vous parlez du monde qui vous inspire. Je vous ai vu tout à l'heure suivre notre journal. Vous suivez l'actualité. Est-ce que l'actualité vous inspire? Notamment celle dans votre pays, par exemple, le Burkina Faso. J'ai été invitée au Burkina Faso en juin. Et effectivement, je suis beaucoup votre journal parce que c'est une manière pour moi de rester proche. Et quand j'étais au mois de juin au Burkina Faso, il y avait une série d'attentats qui m'avaient laissé complètement... qui m'avait touchée, retournée. Et puis je me dis, quand même, on a ce que j'ai aimé au Burkina, c'est ce désir de vivre malgré tout. Et je me dis qu'on a de la chance. Et quand je vais au Burkina ou quand je vois en Afrique tout ce qui s'y passe et qu'on a encore plus envie d'être dans la vie, et même content d'être dans la vie, je me dis, peut-être que, qu'on s'en inspire.
Alors, vous aimez évoquer des parcours de vie, vous êtes inspiré par les flux de population, par l'immigration. Comment vous rendez ça dans votre travail? Ben, l'immigration, pour moi, la manière dont on nous la présente, ce n'est pas une histoire individuelle, c'est une histoire de groupe qui va nous faire peur, qui va nous envahir. Et c'est une manière de montrer cette immigration qui m'a toujours dérangée. Alors, ces groupes-là, moi, je travaillais surtout des groupes floutés, parce que finalement, on ne voulait pas les voir. Et à un moment, j'avais fait une expo à Arles, et je tenais à mettre les images floues de ces groupes et en extraire une personne, faire un portrait. Parce que j'ai eu l'impression que dans ce flou, ben, on nous empêchait de nous identifier, de nous projeter dans l'autre pour avoir de l'empathie. Voilà, le groupe fait toujours peur. Alors vous avez dit, j'avais peur que si je restais en Occident, de ne plus trouver ma place en Afrique. Est-ce que c'est toujours le cas? Pas du tout. Vous exposez d'ailleurs en Afrique. J'expose en Afrique, c'est ce qui me rassure avec le temps qui passe. Et comme quoi on peut être d'une double culture, parce que pour moi, j'ai une double culture. Et au Burkina, je suis chez moi et je suis vraiment... là où j'ai été vraiment touchée, c'est qu'une galerie qui est en Afrique de Véronique Riffel me choisisse, moi, une galerie africaine. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. Qui se trouve où? À Abidjan. À Abidjan. Voilà, à Grand Bassam même. Voilà. Ça s'appelle la Cocoterie des Arts, un lieu qu'ils sont en train de créer. Et pour moi, c'est une grande fierté et quelque chose qui me fait du bien. Eh ben, en tout cas, vous nous avez fait beaucoup de bien en parlant de votre art. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.